Salut les amis, bienvenue pour la 14e émission des Pistonnés. Quel plaisir de vous retrouver après 2 semaines d'absence. Oui, ce fut très très long. Quel honneur surtout d'aborder le chiffre 14, cher à mon pilote préféré, oui, monsieur Fernando Alonso. Et comme chaque mercredi, après chaque week-end de Grand Prix, je me retourne vers les 3 tontons flingueurs de la F1 en France. Et on va tout de suite donner la parole au plus grand passionné de Fernando Alonso. J'ai bien surnommé monsieur Hamza Ramani. Salut Hamza, comment ça va? Bonjour à tous, ça va très bien toi. Pourquoi tu aimes Fernando Alonso? Pourquoi je ne l'aimerais pas, Fernando Alonso? Ah bah, Moi je peux te dire que je l'aime pas. Non, c'est un pilote qui a marqué, je trouve, par sa régularité. Même lorsqu'il avait un tracteur, il était toujours là à performer. Brice Germain est aussi avec nous. Je pense qu'il n'est pas tout à fait fan de Fernando Alonso. Il faudrait qu'il nous explique pourquoi. Ah ouais, j'avais des Photoshop à la Muerta Renault quand j'étais gamin, un truc ignoble fait sur Paint là, parce que j'étais totalement fan de Kimi Raikkonen, donc forcément Alonso c'était l'ennemi. Et puis je me suis fait dessouder, hein, donc concrètement j'ai reconnu le talent, mais j'ai pas aimé ce qu'il m'a fait. Ouais. Et puis on a Pierre-Olivier Valette aussi, alias Despiello, dans cette émission. Et lui a la particularité de l'avoir aimé et de l'avoir quitté. Salut Pierrot. Ouais, oui, bah écoute, Alonso, moi je l'aime bien, tranquillement, sans plus. Ah ouais. J'ai bien aimé quand il a mis la fessée à Raikkonen, par exemple, pour le plus grand plaisir de Brice Germain. Voilà. Bon, des hommes de goût en tout cas autour de cette table pour ceux qui aiment Fernando Alonso. Je vous rappelle que c'était à peu près il y a un an qu'il nous a quitté, enfin qu'il a quitté le F1. Bien évidemment, c'était important d'en parler. Petite nouvelle, tiens, avant de commencer cette émission, parce que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Grande nouvelle, on a lancé enfin le Instagram. Bravo à notre ami Romain qui s'occupe de tout ça. Et on a maintenant 5000 abonnés sur Twitter. Alors du coup, on vous offre un petit cadeau aujourd'hui. C'est un petit t-shirt, regardez, qui a été fait par la marque Ref. Et c'est un petit t-shirt avec un petit sigle très discret mais très élégant aux couleurs bien sûr d'Ayrton Senna. On vous offre ça si vous retweetez et que vous likez et que vous followez. Non, ça se dit pas, non. Ouais, vous suivez le compte des Pistonnés, bien sûr, ça se passera sur Twitter. Romain va s'occuper de tout ça. Bref, c'était juste un petit teasing. Tout de suite, le sommaire de cette émission, la 14e, je vous le disais, on va beaucoup parler lors de cette nouvelle édition des Pistonnés. On va débriefer notamment le Grand Prix du Japon. Ouais, le sommaire, il va pas tarder à arriver. Le voilà. Le débrief du Grand Prix du Japon 2019, le décryptage. On va revenir sur cette question, autour de cette question, faux départ ou non, bien sûr, pour Vettel. On va débattre aussi avec cette question, moins de sport, plus de spectacle. On reviendra sur la possibilité d'un nouveau format de week-end de Grand Prix. Et puis, les news, enfin chez nous, c'est plutôt la news. Est-ce qu'il y aura une 11e écurie en 2021 ? Est-ce que c'est une bonne chose pour la Formule 1 ? Bref, les Pistonnés vont tout vous dire là-dessus. Puis on terminera, comme d'habitude, sur un quiz, on l'espère encore une fois, d'anthologie. On était ce week-end au Japon. Il y a eu un typhon et un triomphe. Et on attaque tout de suite ce débrief. Suzuka, 17e rendez-vous de cette saison 2019, marqué par le retour aux affaires de Valtteri Bottas. Oui, Valtteri Bottas qui a gagné après 6 mois sans succès. Le poleman Vettel intercalé entre les deux Mercedes. On va regarder, oui, le classement, il va arriver lui aussi, vous inquiétez pas. Il faut que la machine se réveille un petit peu, le classement, bien sûr, de ce Grand Prix du Japon. Donc, je vous le disais, Bottas de retour aux affaires après 6 mois d'absence. Vettel intercalé, bien sûr, entre les deux Mercedes. Mais un résultat aussi en carrière pour Albon 4e, 2 Renault dans les points, Leclerc pénalisé 7e, Gasly 8e. À noter que ce classement a été arrêté au 52e tour du fait d'un bug informatique et donc que Pérez n'a jamais abandonné dans ce Grand Prix du Japon et marque bien 2 points. C'est absolument extraordinaire. Meilleur tour pour Lewis Hamilton, le titre aussi également honorifique de pilote du jour pour Valtteri Bottas pour le vainqueur, et ce qui nous amène au 4 enseignements de ce Grand Prix du Japon, les 4 principaux faits retenus en tout cas par les Pistonnés dans cette 14e émission. On va tout de suite les regarder avec déjà une affirmation, Mercedes dans l'histoire avec ce 6e titre constructeur. Une question, Leclerc en fait-il trop ? Une constatation, Sainz est le meilleur des autres. Enfin, les coups de cœur et coups de gueule des Pistonnés suite à ce Grand Prix. Comme je vous le disais, Mercedes remporte le titre constructeur 2019. Ça méritait du coup bien cette petite chanson.
6e titre constructeur donc dans l'histoire de Mercedes qui s'invite à la table des grands, la table où il n'y a que 5 écuries dans toute l'histoire de la Formule 1. 6e titre consécutif aussi, la seule équipe à l'avoir fait bien sûr avec Ferrari, assuré de remporter également un 6e titre pilote consécutif. Et ça, c'est une première dans l'histoire de ce sport. On ne pouvait pas commencer cette émission sans évoquer le mammouth Mercedes, on va l'appeler ainsi. Ouais, c'est une performance historique dans le sens où c'est une écurie qui est revenue en 2010 et 4 ans seulement après leur retour. Ils ont absolument tout écrasé. Ils ont réussi à gérer un virage technologique et aussi humain, puisque la technologie, ils se sont fait rattraper par les autres. Mais en termes de gestion humaine et logistique de ce qu'est une écurie de Formule 1, ils sont largement au-dessus de tout le monde en ayant, entre guillemets, que 9 ans d'expérience. Donc, chapeau. Ils sont revenus en F1 pour ça. Ils ont, comme tu dis, ils ont bien négocié l'arrivée de la nouvelle ère hybride de la F1. Ils ont bien préparé leur coup et aujourd'hui, ils sont récompensés. 6 titres consécutifs. Franchement, c'est royal. Hein, derrière, il faut aussi savoir que le retour de Mercedes se fait aussi en partie pour les accords Concorde qui ont été signés pour 2014 avec le moteur hybride, parce que c'est sur cette technologie qu'ils ont travaillé, sur laquelle ils ont travaillé avant tout le monde pour revenir en F1 et essayer de glaner tous ces titres. Donc ils sont revenus avec un véritable projet pour justement marquer l'histoire de la Formule 1. Ils ont très très bien réussi à faire ça. Ils ont réussi à convaincre un des meilleurs pilotes de tous les temps de les rejoindre. Ils sont arrivés avec Michael Schumacher. Enfin bref, oui, effectivement, l'aventure, elle n'est pas que technologique, elle est surtout humaine aussi et faut bien noter ça. Et on l'a vu dans cette vidéo qu'elle était humaine, bien évidemment, cette aventure. Alors, on va pas trop en dire sur ce titre Mercedes parce que nous, on n'attend qu'une chose autour de ce plateau, c'est le titre de Lewis Hamilton. On vous l'a dit la semaine dernière, ça devrait arriver, ça se précise en tout cas. Et on consacrera bien évidemment une émission spéciale sur peut-être la place dans l'histoire de Lewis Hamilton, de la place dans l'histoire aussi également de Mercedes. Je voulais quand même vous relancer sur un homme avec cette citation, c'est bien sûr Valtteri Bottas, le nouvel empereur du Japon, qui déclarait ceci à l'issue de cette course à Suzuka. Nous écrivons l'histoire, c'est amusant, vous n'arrivez parfois pas à réaliser. Quand nous regarderons tout cela avec du recul, à un moment donné, nous nous dirons waouh, 6 titres et j'en espère davantage encore. Un petit mot sur cette victoire de Valtteri Bottas parce qu'il a été dominateur tout au long de ce week-end, ouais, surtout de ce dimanche. Et mine de rien, il s'offre Suzuka, qui est l'un des grands circuits de l'année, c'est pas rien. Il a été, je pense qu'il a bien managé sa course, il a fait ce qu'il fallait. Alors il a profité aussi des défaillances du côté de la Scuderia, mais Bottas, carton plein pour lui, forcément. Alors moi, je suis un peu indifférent en fait face à cette victoire. Je suis complètement d'accord avec Hamza. C'est que gagner Suzuka, c'est quelque chose de ouf. Faire la course qu'il a faite, elle est folle. Enfin, départ nickel. Il a maîtrisé de A à Z toute sa course. Mais moi, il y a zéro émotion de le voir gagner. Enfin, je suis là, je suis bon. Ok, tant mieux pour lui, mais. Enfin, trop tard en fait. Non, mais c'était le matin aussi. Je pense qu'il y a aussi ça. J'avais pas les yeux en face des. J'avais pas le cœur réveillé. J'étais mort, mais non, voilà. Très très belle course. Il sauve quand même Suzuka, mais bizarrement, je sais pas. J'ai l'impression qu'il manque un truc. Il manque de la saveur à cette victoire. Je sais pas pourquoi. Il y a pas un symbole derrière ça que ce soit Valtteri Bottas qui offre ce titre de constructeur à Mercedes? Le beau symbole, c'est que Valtteri Bottas gagne sans avoir besoin d'un problème de Lewis Hamilton et que il l'a littéralement poutré. Enfin, faut dire ce qui est. Il lui a mis quand même une avance considérable sur les 3 relais qu'ils ont fait. Enfin, il n'y a pas un moment où Bottas était en danger. Donc là-dessus, il y a eu un petit danger. Quand Hamilton est resté en piste, il a appelé à la radio. Les gars, vous êtes sûrs, il va s'arrêter quand même. Nous-mêmes, on sentait qu'il n'y avait pas la confiance absolue de Lewis. Ce qui était beau, c'est à la fin de la course quand il y a le fameux Valtteri it's James, sauf que là c'était James it's Valtteri. Et je trouve que là, pour le coup, il y a un petit ascendant psychologique de c'est moi qui vais te parler maintenant, c'est moi qui vais te dire merci pour ce que vous avez fait. Il a un rôle ingrat, mais il a l'air de l'accepter correctement et c'est ce qu'il faut à Mercedes, je pense. Mais effectivement, comme tu dis, on peut parler de symbole. On a longtemps parlé de Pierre Gasly, Alex Albon, le rôle du numéro 2 chez Red Bull. Chez Ferrari, est-ce qu'il y a vraiment un numéro 2 ? Mais le fait que ce soit le numéro 2 qui permette aussi symboliquement d'aller chercher ce titre de champion du monde, je trouve que c'est bien pour l'histoire de la saison 2019 de Mercedes. Ouais. Tu évoquais Ferrari, mon cher Hamza, ça tombe bien, c'est le deuxième enseignement de ce Grand Prix du Japon avec cette question qui concerne Charles Leclerc. En a-t-il fait trop ? En fait-il trop ? Même on pourrait le dire sur un présent de vérité générale. On se rappelle de son incident avec Verstappen au premier tour, 15 secondes de pénalité d'ailleurs données après la course. Il aurait pu, mettre en danger aussi Lewis Hamilton au deuxième tour lorsque un bout de son aileron avant s'est envolé et arraché notamment
le rétroviseur du champion britannique. Et puis surtout, fin de série pour notre ami Charles Leclerc qui restait sur 4 podiums, dont 2 victoires depuis la coupure estivale. Est-ce que vous étiez un petit peu comme moi, c'est-à-dire un petit peu énervé de ne pas le voir rentrer au stand, Charles Leclerc? Mais ça, c'est pas de sa faute, je trouve. Alors, Plutôt du côté de Ferrari, parce que lui, il ne le voit pas. Et c'est ce qu'il dit. Il a répondu non, à alors moi je suis pas d'accord. Il a parlé à la radio. Ferrari, Non, mais il parle de Ferrari sensation. voit au deuxième tour que, eh bien, effectivement, Charles Leclerc a un problème avec son aileron avant et Ferrari a notifié, notamment aussi par radio et donc aussi la FIA, voilà, tu as un problème et il va falloir que tu rentres. Et donc il dit non, pour l'instant la voiture est bien, je reste en piste. Et le problème c'est que derrière, effectivement, il rentre pas. On lui agite pas de drapeau Premier tour. noir à rond orange pour lui signifier qu'il est obligé de rentrer par la FIA, donc il y a aussi ça. Et ensuite, il rentre une fois que son aileron a cassé. Et en fait, le problème, c'est que la FIA met 10 secondes de pénalité, Drapeau. alors qu'ils auraient dû d'abord mettre le drapeau. Et en fait, ils pénalisent le fait que la FIA n'ait pas fait son travail. Alors, juste, Enfin, juste petite parenthèse, qu'on a les explications, je crois, de Michael Maizy qui explique comment justement ça s'est passé avec Charles Leclerc. Je vous laisse bien sûr rebondir là-dessus d'ici quelques instants. C'est moi qui ai demandé à Ferrari qu'ils arrêtent Leclerc, mais ils ne l'ont pas fait. Dès le deuxième tour, des éléments ont commencé à se détacher. Ce délai pour obtempérer nous a plus qu'ennuyé du point de vue de la sécurité. Pierrot nous disait, c'est un peu de leur faute aussi à ces commissaires. Bah oui, Pas Il avoir faut sorti voir, ce drapeau, vous êtes faut voir d'accord? quand ils ont demandé. Est-ce qu'ils l'ont demandé dès le premier tour? Parce Apparemment, c'est ce que dit qu'effectivement, Michael Maizy. sur le premier tour, Charles Leclerc refuse de rentrer. Au deuxième tour, alors qu'il arrive sur la dernière chicane, Ferrari avait demandé à Leclerc de rentrer. Au dernier moment, Ferrari demande à Leclerc de rester dehors. C'est au troisième tour qu'on demande finalement à Charles Leclerc une de fois qu'il a rentrer. perdu, ouais. Exactement, une fois qu'il a perdu les pièces qui ont heurté, oui, le halo de Lewis Hamilton, qui rétro. fait perdre le rétro. Derrière, il y a, je crois que c'est Carlos Sainz qui fait un mouvement sur la ligne droite avant le centre en terre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que oui, Charles Leclerc, il a cette sensation que la voiture va très bien. Et c'est confirmé parce que dans le troisième tour, au premier secteur, c'est lui qui a le record du premier secteur. Et il est plus rapide que Lewis Hamilton dans le deuxième secteur. Donc en termes de sensation, oui, la voiture allait bien. Mais en termes de sécurité, et c'est là où on peut en vouloir à Ferrari et peut-être à la FIA, on ne sait pas si du coup ils l'ont demandé au premier tour. Mais je ne suis pas sûr que de ce côté-là, on puisse en vouloir à Charles Leclerc du point de vue de la sécurité de l'aileron. Non. Après, sur le départ, c'est autre chose. Là, on peut en vouloir à Charles Leclerc, c'est qu'il commence à avoir le comportement symptomatique du jeune pilote qui en veut trop. C'est-à-dire que dès que tout n'est pas aligné pour lui, il va rentrer dans une phase de surpilotage, comme il y a eu au départ, ne plus se rendre compte que la piste est verte et qu'à l'intérieur, en fait, il va glisser, il va perdre l'avant et il va taper Verstappen. C'est caractéristique d'un pilote qui veut montrer trop de crocs. Il y a une expression qui est assez symbolique en F1, c'est pour s'imposer, il faut respecter en manquant de respect. Et la... D'où tu sors ça, lui Hein ? D'où tu sors ça? T'inquiète pas, va. En fait, et c'est ça en fait le juste équilibre, c'est essayer de s'imposer, montrer les crocs à tout le monde sans pour autant faire n'importe quoi. Et il l'a bien fait jusque-là, mais c'est vrai que dès que les éléments sont pas tous en sa faveur, il peut y avoir des moments où un certain agacement se fait sentir, pas forcément dans la voix, mais plus dans une petite insolence de pilotage, et ça peut arriver dans ces moments-là. Ouais, Charles Leclerc sur Verstappen, erreur de pilotage qu'il n'est pas censé faire, on va dire. Quand on est dans un top team, on n'est plus censé faire ce genre d'erreur. Verstappen en a fait quand il est arrivé chez Red Bull dans ces environs-là, on va dire. Mais le fait de sous-virer, parce que Vettel reprend la trajectoire, lui enlève de l'appui, a fortiori, le fait sous-virer, le fait rentrer dans Max Verstappen. Il y a peut-être une petite marge de sécurité à prendre pour Charles Leclerc sur ses départs, sur même d'autres attaques qu'il peut faire. Alors oui, il faut les laisser courir, il faut être un peu agressif, mais je pense qu'il faut encore un peu travailler tout ça pour être agressif au bon moment et savoir se laisser passer par la Red Bull pour le redépasser un peu plus loin. Donc voilà, il y a des petites choses qu'il faut encore mettre à niveau pour Charles Leclerc. Et puis tu mêles à ça le fait qu'il est en désobéissance sur Ferrari sur certains points. Ça fait que du coup, il commence à avoir cette mauvaise image. C'est dommage pour lui. On verra en tout cas sur la fin de cette saison ce que nous offrira bien sûr l'ami Charles Leclerc. Revenons sur un garçon dont on parle peu et pourtant il réalise une grande saison. C'est Carlos Sainz Jr. en toute discrétion qui s'impose comme le meilleur des autres. Un superbe départ, bien agressif comme on les aime avec cette bataille, notamment avec Lewis Hamilton. Un excellent rythme de course. On sait qu'il a gardé Albon pendant de nombreux tours derrière lui. Leclerc n'a pas pu le dépasser. Il termine d'ailleurs dans le même tour que Valtteri Bottas. P5 à l'arrivée et surtout 6e au général devant les deux belligérants pour le deuxième baquet Red Bull, à savoir Gasly et Albon. Carlos Sainz, le meilleur des autres.
Clairement, le meilleur des autres. Encore une fois, on a vu une McLaren avec un rythme très très intéressant à Suzuka. McLaren qui sortait de 3 courses compliquées avec les abandons en Belgique et en Italie notamment. Là, ça fait 2 résultats positifs pour Carlos Sainz. Ça fait 2 fois que sur le départ, il va aller se mêler à la lutte. Cette fois-ci, c'est encore avec Lewis Hamilton, mais ouais, il y a vraiment de réels motifs de satisfaction et d'espoir pour Carlos Sainz et pour McLaren pour la fin de saison et la saison qui Moi, j'ai arrive. hâte de les voir pour 2021 avec un moteur Mercedes, parce que le châssis fonctionne. Aujourd'hui, il fonctionne très bien et la plupart des problèmes qu'ils ont eu depuis, on va dire, la trêve estivale, pour essayer de voir un peu comment ça se passe, c'est que des problèmes liés au moteur ou liés à la mécanique, on va dire, du moteur Renault. C'est problématique pour Renault, mais effectivement, la McLaren, elle marche du feu de Dieu et j'ai presque envie de dire, il y a un goût de pas assez. On aurait peut-être voulu que Sainz n'ait pas tous ces problèmes-là pour voir ce qui vaut vraiment au final avec la McLaren, avec une McLaren qui marche tout le temps et qui est fiable. Bon, là, aujourd'hui, elle a été fiable pour le Japon, tant mieux, et puis faut espérer que ça se finisse bien sur la fin de saison. Il y a une petite ironie quand même, c'est que Carlos Sainz, c'est peut-être un pilote Red Bull et qu'il est devant 2 pilotes qui ont conduit la Red Bull. C'est-à-dire que peut-être qu'ils ont laissé quand même, avec leur impatience de toujours changer de pilote très très régulièrement, ils ont peut-être laissé passer finalement le pilote dont ils auraient eu besoin dans la deuxième voiture à côté de Max Verstappen, tu vois, on ne sait pas. Petit tour de table très rapide, vous êtes surpris de voir Carlos Sainz à ce niveau de performance cette saison lorsqu'il dispose d'une bonne voiture? Vous attendiez à ce genre de... Non, il commence à avoir de la l'expérience. voiture. Hein. Ça dépendait Je ne de la m'attendais voiture. pas à ça de McLaren. Mais Ouais, je pense que c'est c'est le plus- pilotage de Carlos Sainz, par contre, je n'ai jamais eu vraiment de doute, ça a toujours été un bon pilote. Après, est-ce que c'est pas sa place, c'est-à-dire le meilleur des autres? Mais Il y a un syndrome Hülkenberg qui risque d'avoir, et voilà. j'espère qu'il n'aura pas ce syndrome-là. C'est Tu parles du syndrome du pilote surcoté, c'est ça? non, alors je parle du syndrome n'aura du pas pilote sa qui ne monte chance. pas sur le podium Ouais. malgré ses bons résultats, et j'espère que justement la McLaren en 2021 avec le moteur Mercedes lui permettra de monter sur ce podium-là, parce qu'effectivement, alors sur son début de carrière, il y a des choses, moi je n'aimais pas ce pilote en début de carrière. Il a pris de l'expérience, il a pris de la maturité et ça se voit aujourd'hui, et aujourd'hui c'est un très bon pilote. Maintenant, il va falloir essayer de faire mieux qu'Hülkenberg, à savoir remonter sur un podium. Et puis mine de rien, alors même si Lando Norris est un rookie, il a plus du double de points de Lando Norris. Exactement. Les amis, c'est l'heure d'ouvrir l'enseignement que je préfère dans cette émission. C'est l'heure des coups de cœur, c'est l'heure des coups de gueule. Il y a 2 amoureux, il y a un garçon plutôt énervé. On va regarder, tiens. On se demande qui c'est, tiens. On se demande qui c'est. En effet, il n'y a pas beaucoup de surprises. Rudy Garcia. Commencez à les connaître, nos tontons flingueurs. Brice, coup de cœur. Il ne fallait pas courir samedi. Il l'a dit sur Twitter, vous avez été nombreux à liker d'ailleurs. Bravo Williams, c'était le coup de cœur aussi de Pierrot. Et puis le coup de gueule de Hamza, c'est drapeau noir pour les commissaires. On commence avec toi, mon cher Brice. Toi, tu ne voulais absolument pas qu'il y ait de qualification, en tout cas de voiture en piste samedi du fait du typhon. Disons qu'on a quand même un exemple clair et net de ce que ça peut donner quand on se moque des éléments naturels. En l'occurrence 2014 à Suzuka, on sait tout ce qui s'est passé avec la disparition de Jules Bianchi. Et en fait, alors c'est pas forcément que dû à la météo, mais c'est aussi dû au fait qu'on a forcé les choses. Et là, on a pris les choses très en amont. Enfin, dès le mercredi ou le jeudi, on parlait déjà de ce qu'on allait faire pour en fait conserver ce week-end tout en évitant les perturbations météorologiques. Et en fait, ils ont super bien organisé le truc, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a eu que 2 séances d'essai. On a décalé la qualif au dimanche matin. Ça n'a gêné finalement personne, si ce n'est les préparateurs des écuries pour la mise au point des voitures. Et les nighters qui aiment la F1 aussi. Ouais, voilà, mais voilà, après, bon, on peut tous faire un effort pour se Bien lever à 3h du matin. Bon, je m'en suis toujours pas remis. Non, ne pas se coucher plutôt. Ouais, Samedi soir. effectivement. Et en plus de ça, là, en fait, on a vu une préparation aussi des écuries qui était formidable. C'est-à-dire qu'il y a eu les sacs de sable devant les Les sacs de sable de motorhomes. Mercedes. Oui, devant chez Ferrari, pour pas que la voiture sorte, tu sais. On a démonté les murets, les passerelles de commandement sur le muret des stands. On a enlevé tout ce qu'il y avait dans les box. Le circuit était quasiment démonté intégralement. Il n'y avait plus d'écran géant, il n'y avait plus rien. On s'est vraiment préparé au passage d'une catastrophe climatique et ça a permis à ce que la course le dimanche se passe très bien. Effectivement, le typhon n'était pas arrivé le dimanche, c'était arrivé le samedi. Mais en l'occurrence, je trouvais que c'était enfin une preuve que la FIA avait appris des erreurs du passé. Et pour le coup, merci d'avoir fait ça. Et en plus, on a eu le droit à un super Sunday. Je me retourne vers Pierrot parce qu'on va dire un grand bravo, un grand coup de chapeau aux mécanos, notamment du côté de chez Williams. Absolument, Williams. Alors Kubica qui plante la voiture un peu bêtement dans le dernier virage en qualification, qui détruit sa voiture littéralement puisqu'on a changé la cellule de survie de Robert Kubica. Et donc en 3 heures, ils ont reconstruit une voiture qui a roulé et qui a fini la course, si je ne dis pas de bêtises. Donc chapeau Williams pour les mécanos. Et surtout,
On a appris ce week-end que Williams, depuis le début de saison, fait du bricolage avec sa voiture et avec ses pièces, puisqu'ils n'ont pas assez de pièces pour leur voiture. Russell qui a cassé coup sur coup un aileron avant dont ils n'avaient que 2 spares entre guillemets, donc à Singapour avec le crash avec Grosjean et en Russie sur son crash à cause de la roue mal fixée. Chapeau à Williams pour faire aussi bien entre guillemets avec aussi peu qu'ils n'ont, donc bravo aux mécanos, bravo à toute l'équipe, et j'espère qu'ils vont réussir à step up le game pour l'année prochaine et pour les années à venir pour les revoir en haut. Et petit bonus, l'arrêt le plus rapide du week-end pour Robert Kubica. C'est vrai. Voilà. Et petit bonus, on arrête tout de suite avec la démagogie parce qu'il est temps d'un coup de gueule véritablement de la part de notre ami Hamza, coup de gueule contre les commissaires de course. Oui, alors Verstappen-Leclerc. Verstappen-Leclerc. Au début, on voit une investigation qui est ouverte et puis finalement, on nous dit pas de sanction. Au début, on comprend pas. Et puis derrière, on revient sur la décision pour finalement sanctionner a posteriori. Et ce qui m'agace le plus, c'est la légèreté de la sanction en fait, parce que 15 secondes de pénalité, 5 pour Leclerc, 10 pour Ferrari, avec les éléments dont... Plus des amendes. C'est ça l'amende, exactement. Et l'amende pour Ferrari, c'est peanut quoi, c'est une baguette pour Pierre-Olivier qui va... qui va chez... Non mais ce que je veux dire c'est que... Ah pardon, autant pour moi. Il demandait de l'argent pour le café ce matin. Mais ce que je veux dire c'est que les commissaires, d'un côté on nous affirme que la sécurité, ça reste la priorité, et de l'autre, on voit des sanctions parfois légères. Le départ de Sébastien Vettel, on en parlera tout à l'heure. Il y a aussi le petit bonus à la fin avec les 52 au lieu des 53 tours. Voilà, c'est pas forcément le meilleur week-end qu'on ait vu de ce côté-là. C'est une saison expérimentale un petit peu en termes de décision de commissaire. On tente des trucs. Hein. Là, pas bien réveillé. Là, on attend de voir à combien de secondes va finir Charles Leclerc du 7e pour se dire... On va les mettre 15, j'ai fini 7. Sachant que potentiellement, il peut finir 6 si jamais on déclasse les Renault. Ils l'ont mis où ils voulaient. Hein. Ils auraient mis 30, alors, on veut que ce soit 9, 30 secondes. Allez hop, 9e Charles. Les décisions des commissaires, il l'a dit Hamza, on va y revenir bien sûr dans le décryptage d'ici quelques instants, mais juste avant, on fait un petit point quand même sur le classement, et notamment le classement pilote, parce qu'il pourrait s'en passer des choses dès le Mexique, dès la semaine prochaine. Il faudra 14 points à Hamilton en plus de Bottas pour être sacré dès le Grand Prix du Mexique. 14 points le jour de la 14e des pistonnés. Si ça, c'est pas une théorie du complot, je me fais moine, c'est promis. Petite infographie livrée par Romain. Regardez, alors c'est un petit peu complexe, on vous laisse le temps de regarder tout ça, mais c'est pour vous dire que Hamilton sacré à Mexico, c'est pas encore tout à fait fait. Faudrait en tout cas que Bottas ne monte pas sur le podium, peu importe les différents cas de figure, en cas de meilleur tour ou si le meilleur tour a été pris notamment par un autre pilote. Donc c'est pas tout à fait fait, mais gardez vos réponses en tête et vos réactions parce qu'on passe tout de suite, bien évidemment, aux pronos, chers amis, les pronos pour savoir un petit peu ce que vous voyez pour ce Grand Prix justement du Mexique. On rappelle que, Hamza a pris 2 points la semaine dernière parce qu'il a remporté le bonus, que personne n'avait trouvé le meilleur tour, personne n'avait trouvé le vainqueur. Je n'ai pas mis 2 points de malus quand même à nos amis Brice Germain et Pierrot parce que j'aime l'audace dans cette émission, je le répète depuis le début de cette année. Surtout parce qu'il n'y aurait plus eu de championnat. Et mon meilleur tour. Je suis un peu comme la FIA, pardon. Et mon meilleur tour. Bon, t'as rajouté un point. Meilleur tour. Et Lewis Hamilton, meilleur tour. Ah ouais, pardon, excuse-moi. Justement, T'es donc à 4,5. T'es donc, mais non, mais je te l'ai pas mis parce que justement, tu devais prendre un malus. Oh là là. Allez hop. Cette émission est une C'est pas dictature possible, et ça, vous hein. le savez bien sûr depuis de nombreux mois. Les amis, vos pronos pour le Grand Prix du Mexique. Je vous offre un bonus de 3 points si jamais vous décidez que Lewis Hamilton sera champion du monde dès ce Grand Prix de Mexique. Et sinon, je veux avoir vos vainqueurs et surtout votre meilleur tour. Hamilton champion, victoire de Max Verstappen et meilleur tour pour Lewis Hamilton. Tu sais, c'est quasiment impossible. Oui, arrête. C'est pas grave, C'est quasiment impossible. je tente. Bon, Abandon de écoute, Valtteri Hamilton pas champion, Verstappen vainqueur et meilleur tour Sébastien Vettel. Hamilton pas champion, Hamilton vainqueur. C'est le monde à l'envers. Et non, parce qu'il fait une 2e Bottas. Ouais, Je te fais le podium, tout le Et podium. meilleur tour alors. Et meilleur tour de Max Verstappen. d'accord. Mais c'est le monde à l'envers. D'habitude, c'est Hamza qui la joue plat du pied sécurité. Cette fois-ci, c'est nos 2 amis, bien sûr, aux extrémités. Donnez-nous aussi, vous, bien sûr, vos pronostics en vue de ce Grand Prix du Mexique, bien évidemment. Et vous le savez, un homme a été au cœur de la controverse tout au long de ce week-end. Sébastien Vettel a-t-il volé le départ? Méritait-il une sanction? On ouvre tout de suite le décryptage.
Hamza évoquait son coup de gueule, bien sûr, contre les commissaires de piste. Et vous avez été nombreux à réagir, bien sûr, et à vous demander s'il fallait sanctionner Sébastien Vettel pour sa manœuvre au départ. Hamza a donc décidé de tout nous dire. Alors, Sébastien Vettel sur la grille. On a cette image au ralenti. Effectivement, oui, il bouge ses pneus. Oui, la voiture avance d'une dizaine de centimètres alors que les feux sont toujours allumés. C'est le ralenti qui nous est proposé par la réalisation. Il semble pourtant clair. Donc forcément, on s'attend à une pénalité. Alors déjà, il faut attendre le 9e tour pour nous indiquer, oui, qu'il y a l'ouverture d'une enquête, d'une investigation contre l'éventuel faux départ de Sébastien Vettel. Quelques tours plus tard, verdict, aucune sanction. Mais alors pourquoi n'y a-t-il pas eu de sanction alors que la voiture a clairement bougé, a effectué un mouvement vers l'avant ? Qu'est-ce qui est écrit du coup, Hamza, dans la loi de la Formule 1 ? Règlement sportif, article 36-13, alinéa A. Le pilote écope d'une pénalité si il a bougé avant que le signal du départ ne soit donné. Un tel jugement étant effectué par un transpondeur approuvé et fourni par la FIA, monté sur chaque monoplace. Alors là, très clairement, si la monoplace bouge, il y a pénalité. Sauf que la justification fournie ici par la FIA ajoute un élément de langage qui a toute son importance. La vidéo montre que le mouvement est dans le seuil de tolérance acceptable du transpondeur pour un faux départ, défini par le fameux article qu'on a dit tout à l'heure. Donc les commissaires ont estimé que le mouvement effectué par la monoplace de Sébastien Vettel se situe dans ce seuil de tolérance du capteur. Et on a compris que c'est ce capteur qui fait office de juge pour les commissaires. Alors, on va se poser une question maintenant, Hamza, dans ta chronique, avec un très très bel habillage qui va arriver. Pourquoi existe-t-il un seuil de tolérance ? Alors, parce que les pilotes, parfois jusqu'au dernier moment, effectuent des derniers réglages, d'ultimes réglages avant les départs sur la grille, ce qui peut faire bouger concrètement la monoplace. Et dans ce cas, effectivement, c'est difficile de voir une monoplace qui bouge et de dire « Ok, c'est un faux départ ». Donc, un pilote qui fait ses réglages jusqu'au dernier moment, c'est la possibilité de voir une voiture bouger et du coup, compliqué de le sanctionner. Mais le problème, en fait, c'est le fameux qualificatif, le seuil de tolérance. Qu'est-ce que le seuil de tolérance ? Jusqu'où peut-on dire si oui ou non, tel ou tel pilote reste dans la limite de ce seuil de tolérance ? Et alors, la réponse, elle est compliquée parce qu'on ne sait pas comment mesure-t-on ce seuil de tolérance ? À quoi est-ce qu'il correspond ? Est-ce que c'est une mesure en centimètres, 5, 10, 20, 50 centimètres ? Est-ce qu'on le mesure en temps de réaction, en temps d'action, si les feux sont toujours éteints ? Souvenez-vous, il y a 2 ans en Autriche, je sais que ça va faire réagir là-bas, le départ canon de Valtteri Bottas. Si on reprend son départ, image par image, on constatait déjà à l'époque que la monoplace de Valtteri Bottas, elle avait bougé vers l'avant avant l'extinction des feux, avait entamé un mouvement linéaire pour s'élancer. Car contrairement à Vettel dimanche, qui lui s'est arrêté, il y a eu un premier départ, il s'arrête puis un second départ, Valtteri Bottas ne s'était pas arrêté du coup. Il y avait un départ jusqu'au premier virage, il avait conservé la tête et là aussi aucune sanction. Hamza, rappelle-nous un petit peu quelles avaient été les justifications justement des instances à l'époque. Juste devant, on le voit, c'est marqué, le transpondeur de la FIA installé dans la monoplace nous disait que oui, il y a eu un temps de réaction de 201 millièmes, sauf que les images nous ont tous montré que oui, la voiture avait bien bougé avant. Donc là, on en revient à ce fameux problème, le seuil de tolérance. Si demain, la FIA donnait un chiffre à ce seuil de tolérance, peut-être que les équipes joueraient justement avec ce seuil pour essayer de maximiser ses chances d'effectuer un meilleur départ. Et on sait qu'en F1, on est à la recherche du moindre petit détail pour améliorer la performance. D'où l'intérêt de la FIA finalement. Oh purée, de ne pas donner l'intérêt de la FIA de ne pas qualifier ce seuil de tolérance, mais du coup ça pose un autre problème, c'est celui de la transparence. Car imaginons un jour un titre mondial qui se joue entre 2 pilotes, la FIA, les commissaires de course auront tout le loisir de décider si oui ou non ils veulent relancer l'intérêt du championnat, poursuivre une lutte au championnat entre différents pilotes. En fait, ils peuvent, comme c'est un choix humain, ils peuvent décider de donner ou non l'intérêt et être influencés par l'intérêt du championnat. Et c'est peut-être du coup la limite de ce système, c'est l'humain qui décide quel faux départ est acceptable ou non. On peut prendre l'exemple d'un autre sport, celui de l'athlétisme. Là, il n'y a pas de discussion. Un faux départ, même pour 1 millième, est un faux départ. Et on se souvient de l'exemple le plus frappant, les mondiaux de Daegu en 2011, la finale du 100 mètres. Et Usain Bolt, l'un des plus grands athlètes de l'histoire de ce sport, qui a été disqualifié en finale pour un faux départ. Donc là-bas, il n'y a pas de discussion. Est-ce qu'on doit tendre vers l'exemple de l'athlétisme ?
Ça, c'est un autre débat. Merci beaucoup Hamza pour ces propos intelligibles et ce décryptage véritablement et cette expertise absolument exceptionnelle. Les amis, je suis obligé de revenir sur ce fameux seuil de tolérance qui j'espère vous a fait rire, vous des côtés de chez vous. Ah ouais, nous on a bien rigolé. Le seuil de tolérance et cette règle justement du faux départ. Petit tour de table avec vous, Pierrot et Brice. Faut-il changer la règle du faux départ? Peut-on changer la règle du faux départ après avoir écouté Hamza? Moi, je pense que effectivement, je suis pas pour un seuil de tolérance sur un Tu peux te départ. mettre habillage, s'il Je te plaît. je pense que c'est effectivement soit noir, soit blanc, quoi. Il bouge pas, point. Et après, effectivement, le capteur, en fait, doit faire foi de savoir si, pour Bottas, par exemple, si le capteur a senti que la voiture avait bougé avant l'extinction des feux, là effectivement la technologie aide l'humain. Mais là c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on voit visuellement la voiture bouger, on nous dit ah bah non, la technologie a dit qu'il n'avait pas bougé. Attendez les gars, à un moment donné, il faut être un peu cohérent dans le sport le plus technologique du monde et aller sur de l'athlétisme pour dire bon bah faux départ, boum, drive-through à la Raikkonen, fin de l'histoire. Et c'est pas la première fois que Sébastien Vettel nous fait ça, parce que déjà à Suzuka en 2010 avec Red Bull, il s'est lancé déjà de la première place et on a eu le même exemple. Tolérance zéro pour toi, Brice aussi? Tolérance zéro, oui. Alors déjà, il y a deux problèmes. Le premier, c'est que sur une position de départ, vous avez donc votre emplacement et vous avez une ligne jaune qui indique la position du pneu avant droit. Et en fait, entre cette position et le bout de l'emplacement, il y a quelques centimètres qui font qu'en fait, vous pouvez avancer un petit peu sans finalement être hors de votre emplacement. Donc déjà, là, il y a un petit problème. Moi, là où je suis pas pour sanctionner dès qu'on bouge, c'est qu'on peut bouger pour des raisons autres qu'un faux départ. C'est-à-dire qu'on peut bouger par rapport au fait que la piste est en pente et qu'en fait on est sur autre chose, on est en train de manipuler son embrayage ou quoi, et on peut bouger. Pour moi, on doit juger s'il y a vraiment à la télémétrie une mesure d'accélération. Si là il y a une mesure d'accélération lors d'une procédure de départ, là effectivement on peut sanctionner, mais je ne suis pas pour sanctionner dès le moindre mouvement. Les réformes, vous le savez, en Formule 1, elles sont nombreuses, des idées de réformes en tout cas. On vient de parler du faux départ et on va bien sûr aborder la nouvelle idée de Liberty Media qui souhaite s'attaquer cette fois-ci bien sûr au format des week-ends de Grand Prix. On en débat tout de suite, c'est bien sûr les pistonnés. Une déclaration qui a mis le feu aux poudres et qui a surtout permis à la rumeur de prendre de l'épaisseur, celle de Ross Brawn, le grand directeur technique de la Formule 1 sur Sky Sport il y a 3 semaines. Nous voulons que les voitures continuent à rouler le vendredi, mais il pourrait y avoir un moyen de raccourcir le week-end. Nous discutons de la possibilité de faire des expérimentations en 2020 avec des changements dans le format de qualification pour rendre le week-end de Grand Prix un peu moins prévisible. À partir de ça, on a tiré 2 questions, les amis, et notamment tournées autour d'une idée, moins de sport pour plus de spectacles, de thèmes, de questions, on les voit. Faut-il raccourcir les week-ends de Grand Prix? Faut-il changer le format des qualifications? La proposition, bien sûr, de Liberty Media est-elle la bonne? Regardez, pour ce premier acte, ce qu'en pense justement Daniel Ricciardo, avec cette petite citation concernant des Grands Prix, des week-ends un peu plus courts. On pourrait tout faire en 2 jours et avoir des week-ends plus courts. Il y a trop d'essais libres en F1, nous n'avons pas besoin de 4 heures. Au lieu de 5 jours sur place, on pourrait arriver le jeudi et repartir le dimanche ou le lundi. Qu'en pensez-vous, les pistonnés? C'est le premier sujet de ce débat. Personne ne veut y aller. Vous battez Bon, on pas, va y aller. surtout vous battez. Non, mais effectivement, c'est comme ce que tu disais en préparant cette émission. Il faut faire un choix, un dilemme. C'est un dilemme entre le sport et le spectacle. D'un côté, on a le spectacle. Pourquoi pas rendre 2 jours pour un week-end de course, ce qui rendrait les courses peut-être un peu moins prévisibles. Il y aurait moins d'essais, moins de data, moins de données sur la compréhension des pneus, la dégradation des pneus, l'évolution de la piste, etc., etc. D'un autre côté, pour le sport, si on veut avoir les meilleures monoplaces possibles avec les courses les plus rapides possibles, etc., peut-être qu'il faut garder ce format. C'est un choix qu'il faut faire. Je rejoins totalement Hamza sur ce sujet. C'est qu'on a trop d'essais libres dans le sens où, en course, il n'y a plus aucune surprise quasiment pour les écuries. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont leur stratégie, ils ont 73 plans prévus parce qu'ils savent pertinemment comment la voiture et les pneus vont se comporter. Donc, il manque un petit peu cette course de la part des autres acteurs que les pilotes. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir aussi la mise en avant des stratèges, en fait. C'est beaucoup plus que ce qu'elle est maintenant parce qu'au final, tout est un petit peu prévu en avance. On a vu ce week-end avec une séance d'essai en moins, que c'était déjà beaucoup plus le bordel parce que en fait, ils ne savaient pas forcément comment allaient se comporter les pneus. Personne n'avait prévu qu'au final, il fallait faire 2 arrêts pour certains, voire même 3. Donc, ça a été déjà un petit peu plus l'incertitude. Et c'est cette incertitude-là qui pourrait être une bonne chose. Après,
format comme il est actuellement est quand même pas mal, quoi. Donc, Moi, je rebondis sur ce que dit Brice. C'est pas la première fois qu'on a un Grand Prix où on sucre 1 ou 2 séances d'essais libres pour avoir un Grand Prix absolument fou le dimanche. De plus, effectivement, non, mais je veux dire, t'as bien vu, il y a eu quand même pas mal de dépassements sur le Grand Prix du Japon, même si on n'avait pas les yeux en face des trous quand on s'est réveillé. Mais derrière, effectivement, regardez, personne n'a voulu passer les hards dans le peloton de tête, on va dire, parce qu'ils savaient pas comment ils allaient se comporter, donc ils avaient peur de ça. Donc ça permet d'avoir des dilemmes beaucoup plus importants en termes de stratégie, de dire, ok, est-ce qu'on prend vraiment un réel risque? Donc ça peut amener ça. Derrière, c'est aussi un mal dans le sens où si on raccourcit le week-end, ils vont mettre plus de moyens pour faire du simulateur, pour travailler à l'usine en amont de ce Grand Prix. Donc au final, on va perdre peut-être un peu de spectacle sur la piste, entre guillemets, quoique le vendredi, on vient voir les essais et puis on est là, on se dit, bon, il reste 20 minutes dans le garage avant de sortir faire 2 tours, avant de rentrer, de ceci. En fait, il faut avoir les datas déjà pour c'est ça, et puis le speaker, il n'a pas toutes les datas non plus de toutes les écuries en face de lui, donc ça peut être aussi un problème. Donc moi, est-ce qu'il y a moyen de réfléchir sur un week-end peut-être plus court pour la Formule 1, de placer les formules de promotion le vendredi ou peut-être le samedi, de faire un week-end avec 2 heures le vendredi, puis les qualifications courses le dimanche. Enfin, il y a plein de trucs à faire, je pense, pour repenser un week-end de Grand Prix pour la Formule 1. Effectivement, de toute façon, on tend vers ça. Si on part sur des saisons à 25 Grands Prix, ça va être compliqué de faire 3 jours par week-end, 25 fois dans la saison. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe derrière tout ça? C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on réduirait les week-ends pour faire baisser les coûts de la Formule 1. En même temps, il y a de plus en plus de courses. Est-ce qu'on arrive à trouver un équilibre avec tout ça? Est-ce que la baisse des coûts est une vraie justification pour réduire les week-ends? Oui, ça peut être une justification, mais comme dit Bernie Ecclestone, on ne peut jamais empêcher quelqu'un de dépenser son argent. Donc à partir de là, faut pas non plus se voiler la face. Réduire un week-end de Grand Prix, c'est pour en tout cas réduire le temps de piste des Formule 1 sur un week-end de Grand Prix. Ça peut être bénéfique pour le spectacle. Derrière, il faut aussi remplir correctement, on va dire, la grille des programmes, si je puis dire, d'un week-end de Grand Prix avec la F2, la F3, d'autres formules, etc. Puis là, avec ce format-là, ça va pas économiser les coûts, hein, parce qu'avec 2 courses, avec une course qualificative, je me tente de dire qu'au niveau des pièces perdues et des trucs comme ça va coûter aux écuries. Hein. Il faut toujours qu'il anticipe, bien sûr, la deuxième partie du débat. Et c'est une transition je te lance. trouvée, bien évidemment. Parce que l'autre grand thème de cette refonte des week-ends de Grand Prix, c'est ce nouveau format de qualification, peut-être expérimenté d'ailleurs de la saison prochaine sur 3 Grands Prix. Regardez, une course de 45 minutes, donc qui viendrait remplacer Q1, Q2, Q3 le samedi. Grille de départ établie selon le classement inverse du championnat, ce qui nous permettrait de revoir des Williams, bien sûr, en première ligne. Pas d'arrêt obligatoire. Une phase expérimentale, je vous le disais, dès 2021 avec un point d'interrogation. Ça pourrait avoir lieu en France, en Belgique et notamment en Russie. Dites-moi tout. Est-ce que ça vous plaît, ce format de qualification? Il y a un peu un clivage old school, new school, je pense, autour de cette question. Absolument pas. Moi, ça ne me plaît pas. Ça m'étonne absolument pas non plus. Hamza, c'est un vieux de la vieille. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, personnellement, sur certains week-ends de course, les qualifications avec le format actuel m'excitent plus que la course en elle-même. Singapour. Et notamment Singapour. Mais les séances de qualification, sincèrement, moi, c'est là où on voit le meilleur pilote, c'est là où on voit les pilotes qui s'arrachent pour aller chercher le petit centimètre qui va aller te rapprocher du mur pour aller te faire gagner un petit kilomètre/heure sans te toucher le mur, sinon c'est la fin. Enfin, la séance de qualification, c'est clairement le moment où nous, moi personnellement, je vais parler en mon nom, en tant que spectateur, je ressens le plus d'adrénaline. Passer à une course qualificative où tu veux mettre les moins bons devant, les meilleurs derrière, je comprends pas en fait la logique. Oui, pour monsieur et madame tout le monde, ça va faire plus de spectacle, il y aura plus de crash, plus de dépassement, plus de ceci, plus de cela. Mais à un moment, pourquoi est-ce qu'on devrait élargir la F1 à monsieur et madame tout le monde? Enfin, si vous je vais être très cru, mais si vous n'aimez pas la F1, ne venez pas regarder la F1. Faites Jokari sur non, mais scène. ce que je veux dire, c'est que toujours cette volonté d'élargir, de ramener plus de monde. Mais pourquoi? Alors, je comprends qu'il y a l'aspect financier. Je suis pas dupe, évidemment, que l'aspect financier va primer par-dessus tout. Mais faut pas dénaturer la F1 pour ramener plus d'argent. Faut pas dénaturer la F1 tout court. Enfin, c'est un sport automobile et là, j'ai l'impression quand même qu'on crée quand même beaucoup d'artifices pour essayer de donner du spectacle de manière totalement en fait artificielle. Ouais, et puis circonstancielle, c'est-à-dire qu'on répond vraiment
a des problèmes de surface, mais on ne répond pas à la profondeur du problème. La profondeur du problème, c'est quoi? C'est que les F1 ont trop d'écart entre elles. Entre une Mercedes et une Williams, il y a trop d'écart. C'est ça le vrai problème. C'est pas tellement le format des grands prix et tout ça. Là, on essaye de mettre des petits pansements sur des grosses plaies béantes en essayant de se dire, bon, on va en faire partir Hamilton dernier, comme ça va faire du spectacle. Ça. Non, au bout d'un moment, si Mercedes et Hamilton méritent d'être premiers, qu'ils soient pas derniers. Là, on essaie vraiment de tout remélanger, rebattre les cartes de manière artificielle. C'est pas le sport. Et puis même dans un contexte complètement différent, rapidement, les qualifications à Monza, on a vu ce que ça a donné quand personne ne voulait aller devant et les mecs coincés derrière. Bon, bah, je vais devoir prendre le contre-exemple, évidemment, c'est moi qui rigole, voilà, comme d'habitude. Non, concrètement, je rejoins les avis d'Hamza et Brice sur l'ADN de la F1. Je pense qu'on a déjà trop dénaturé la F1 avec le DRS, à l'époque le KER, ce genre de choses. Des petits artifices qui font que ça résolvait pas le problème de les étincelles aujourd'hui. Les étincelles sous le Non, mais tu te rends compte, c'est dont il y a besoin. On est obligé de faire quand même beaucoup d'artifices pour avoir un peu de spectacle. Et au final, alors pour la course qualificative, moi en tant que spectateur qui allume sa télé pour regarder du coup un sport spectacle, parce qu'aujourd'hui le sport et le spectacle, on est obligé de faire les deux à la fois. Non, on est sur le modèle américain. On est sur depuis les nouvelles technologies de communication, d'information, etc. Un sport se doit de pouvoir se vendre, de pouvoir être visuel, de pouvoir être auditif, de pouvoir être même tactile entre guillemets. Et la F1 a beaucoup perdu de tout cela. Avant, on allait sur un Grand Prix pour ressentir la puissance des moteurs. Aujourd'hui, on va sur un Grand Prix, on n'a même pas besoin de bouchon d'oreille. On a besoin aussi maintenant visuellement à la télé de voir des dépassements, parce que sinon, c'est bien de regarder des infographies pour les stratégies, mais à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de l'image. Vous prenez le live timing de la F1 et vous n'avez pas besoin de regarder des voitures passer. Donc, au final, oui, il y a peut-être un besoin de spectacle. Est-ce que faire une course comme ça, qualificative, est une bonne chose? Je ne sais pas. Maintenant, l'ordre inversé d'une grille, ça peut être fun. Est-ce que c'est dans l'ADN de la F1? Pas forcément. Mais je pense que ça vaut le coup d'essayer de tester justement ce puis format. ça va poser un vrai problème la saison prochaine, puisqu'on a choisi les circuits France, Belgique, Russie. Pourquoi on n'a pas tenté Singapour par exemple? Pourquoi on n'a pas tenté Monaco? Alors moi je pense que c'est 3 très bons circuits pour tester ça, parce que au Paul Ricard c'est compliqué. Mais en quoi ce serait des bons circuits pour la simple et bonne raison que l'égalité des chances? Une équipe comme Ferrari, c'est pas un problème d'égalité des chances, c'est un problème de savoir d'avoir une équipe moteur comme Ferrari sera pénalisée. Le problème c'est d'avoir un baromètre, monsieur Ramani. Le problème c'est d'avoir. Mais pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu fais pas ça en course d'essai libre? Pourquoi tu fais pas une course d'essai libre? Mais une course d'essai libre. Quelqu'un a du popcorn? Non mais vas-y, réagis. Non, le problème c'est de choisir le Castellet où cette année la course a été une purge, de choisir Spa-Francorchamps pour voir un circuit de vitesse où c'est pas trop compliqué de dépasser, et de choisir la Russie pour savoir si là aussi ça a été quand même une assez grosse purge, même si ça s'est bien passé. Mais tu peux pas dire ça. Mais dans l'ensemble, je parle. Depuis l'arrivée du Grand Prix de Russie en 2014, il y a que cette année où ça a été quand même correct. Donc on choisit des circuits pour avoir un baromètre et se dire ok, est-ce que sur des circuits où c'est chiant, ça peut fonctionner, et de voir sur l'intégralité du week-end. Maintenant oui, on aurait pu prendre Singapour, mais je vais donner un exemple. Encore une fois, imaginons la saison prochaine, si on reste sur les performances de cette année où Ferrari est devant en Belgique. Spa-Francorchamps, Vettel et Leclerc se crashent lors de la séance lors de la course de qualification, pardon. Tu fais quoi? Bah tant pis, écoute, qu'est-ce qu'il y a? Tu fais quoi? Moi en fait je comprends pas pourquoi faire une course de qualification. Pourquoi ne pas tenter tout simplement une course d'essai libre? Rien ne t'empêche d'essayer ça en essai libre. De quoi? Mais pour voir ce que ça donne. Tu gardes les qualifications avec le format actuel. Écoute, moi je suis pas Rose Brown, alors c'est toi qui défends ce modèle. Je défends, on me donne de le défendre. C'est pour voir justement ce que ça donne cette course qualificative, pour ensuite avoir une grille de départ le dimanche, pour voir si c'est plus intéressant de partir avec une grille qui n'est pas forcément celle à laquelle on s'attend, avec comme ce week-end de Ferrari, de Mercedes, de Red Bull, de McLaren. Donc vive le nivellement vers le bas. Oui, je suis d'accord, et c'est ce que je défends. Il faut peut-être pas niveler par le bas, mais ça peut être intéressant de voir comment ça s'en sort. Je pense qu'il est dans un exercice périlleux, notre ami Pierrot. Il n'a pas du tout envie de défendre cet argument-là, mais il s'y prête assez facilement. Brice, quelque chose à rajouter à cette question? Tais-toi. D'accord. Non, je pense qu'un week-end plus court et plus spectaculaire, c'est possible. Pas forcément en rajoutant une course, mais en 2005, on avait vu. Les week-ends, c'était samedi et dimanche. C'était essai libre 1, essai libre 2 dans la matinée. On avait une séance de pré-qualification dans l'après-midi.
la séance de qualification le dimanche matin et la course le dimanche après-midi. Résultat, c'était des qualifs sur un tour, c'était supra spectaculaire. Chaque écurie avait le même temps d'antenne puisqu'on filmait exactement toute la séance de qualification. Donc du coup, que ce soit une Williams, que ce soit une Toro Rosso, on les avait sur leur tour de qualification. C'était équitable, c'était spectaculaire parce que c'était un tour sur la météo. Effectivement. Mais en l'occurrence, tu as quand même 85% des Grands Prix qui sont sur le sec. Bon, voilà. Donc c'était quand même finalement un bon système que je regrette un petit peu, même si l'actuel est quand même pas si mal que ça. Ce qui m'agace, c'est qu'on veut changer quelque chose qui marche. Changeons quelque chose qui marche pas, il n'y a pas de problème. Il y en a beaucoup. Tentons le week-end plus court, pourquoi pas. Moi, là, je ne suis pas fermé de ce côté-là. Aller tenter quelque chose d'autre. Mais pourquoi changer quelque chose qui marche? Ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre en fait. Les avis sont très tranchés chez nos internautes. Regardez ce petit sondage là justement qu'on vous livrait sur Twitter. C'est vraiment très très partagé suivant les différentes réponses qui étaient possibles. Il y avait 3 possibilités. 39% de pour, 41% de contre et il y a surtout 20% d'indifférents. Alors on va essayer de comprendre quels sont les arguments qui se cachent bien sûr derrière chacune de ces réponses. Premier message notamment qui nous a été envoyé. Vous avez été nombreux à réagir à cette question. Vous verrez qu'il y a des questions qui vont découler aussi pour vous, bien sûr, ici en plateau. Donc du coup, voilà un premier tweet qui nous disait une personne, je crois, qui était contre, si je me souviens bien, et qui nous expliquait donc que cette personne était contre parce que, eh bien, on va vite le savoir, vous allez voir, ça va être... Alors comment on peut mener des arguments vraiment de haute volée. Voilà, c'est ça. Pitard qui nous disait, pour moi, la Formule 1 est avant tout la recherche de performance, de la perfection pour le pilote et la voiture. Les qualifs actuels permettent de voir quel pilote sort le tour parfait, le tour le plus rapide possible sur le circuit. Elles font partie de l'ADN de la Formule 1. Voilà, c'était l'avis également de Brice et Hamza. Deuxième explication, celle de Pixel Stance qui va se rapprocher de ce que disait Pierrot. Il y a des exemples de courses en grille inversée avec la WCC et ça donnait des courses amusantes, ça donnait parfois des surprises sur les vainqueurs. Je suis pour ça, pour que ça donne en tout cas du spectacle. Autre tweet cette fois-ci qui était cette fois-ci résolument contre, c'est Pierrick qui nous dit contre pour moi. Je trouve ce format pas sportif, on cherche trop le spectacle. Il devrait plutôt faire une qualif de 45 minutes, laisser les pilotes faire autant de tours qu'ils veulent, donner un point pour la pole et laisser les pilotes choisir leurs pneus en début de course. Et puis il y avait des indifférents, 20%, c'est quand même énorme, avec Ferralo 14 qui nous dit indifférent, je sais juste qu'on va bien rigoler. C'est une émission bien sûr, des pistonnés. Voyons également ce qu'en pensent les pilotes, les amis. Je vous poserai une dernière question suite à ça. Les pilotes, eux, ils sont radicalement contre, en tout cas ceux qui ont pris la parole dès ce Grand Prix du Japon. Lance Stroll, une course courte, ce serait une procession, aucun intérêt. Bottas, dans le format actuel, on peut pousser la voiture à sa limite. Vettel, c'est une connerie monumentale. Et Daniel Ricciardo, avec ce système, il y aurait plus d'accidents et donc pas de baisse de coût. Voilà ce que disait notamment notre ami Brice tout à l'heure. Alors la dernière question que j'ai envie de vous poser dans ce débat, honnêtement, y a-t-il une chance de voir cette réforme passer, les amis ? Non, moi je pense qu'elle passera pas, mais je pense qu'on se doit de la tester pour voir ce que ça donne. En vue de 2021, c'est aussi ça, la F1 est une vitrine technologique, on teste de nouvelles choses, et il ne faut pas que ce soit que sur de la technologie du moteur, des ailerons, de l'aéro, machin. Je pense que ça peut être aussi sportif, tester des choses qui n'ont pas été testées. Maintenant, moi, en tant que puriste absolu, le tour de qualif, il est primordial. Donc faire une course en grille inversée, il n'y a plus de pole position, il n'y a plus cet argument-là. Et puis derrière, malheureusement, aujourd'hui, on a des voitures qui en qualif font un tour, et puis dès qu'on passe en course, on est à 7 secondes des temps, donc c'est assez énorme. Donc bon, je sais pas. Moi, l'argument spectacle, il est bien pour quelqu'un qui ne connaît pas forcément la Formule 1 ou qui a du mal à regarder du sport auto en règle générale. Est-ce que c'est à la Formule 1 d'avoir ce format-là ? Je suis pas sûr. Je ne crois pas beaucoup parce qu'une réglementation pour passer, il faut qu'elle ait l'accord unanime des écuries. Et quand on voit qu'elle n'a déjà pas l'accord... Si ? Ah non. Pour la FIA, 2020. Pour 2020, maintenant c'est trop tard pour 2020. Mais pour 2021, l'année suivante, tu es obligé. Ah si. La FIA peut imposer des règlements 2 ans en avance. Si c'est dans les accords Concorde, il faut que tout le monde signe. Oui, 2 ans en avance, tu peux imposer quelque chose. Mais d'une année sur l'autre, tu dois avoir l'accord unanime des écuries. En l'occurrence, quand tu vois que 5 pilotes ne sont pas d'accord, je pense que ça n'arrivera pas l'an prochain. Peut-être que la FIA peut tester ça, mais c'est quand même quelque chose qui aura un gros impact sur la saison. C'est pas comme juste changer la séance de qualification. Là, c'est vraiment... T'imagines un titre mondial se joue parce que tu as 3 pélos qui ont décidé de faire 3 courses qualificatives dans la saison. Imagine science-fiction, la saison prochaine, le titre mondial se joue parce qu'il y a eu un abandon d'un top pilote qui s'est fait cracher dessus par Kevin Magnussen lors de la course de qualification. Il y a un titre mondial qui s'était joué sur le doublement des points à Abu Dhabi, il me semble. Ouais,
mais ça n'avait pas eu de répercussions. Non, mais sur ça aurait le- pu. Ça aurait pu. Ouais. Donc, c'est trop d'artifice. Moi, je retiens que Fernando Alonso s'est fait cracher par Romain Grosjean à Spa-Francorchamps. en Mais c'est la 2012, course. ça a joué Après, c'est la course. Kimi Raikkonen, pareil à Suzuka. Mais ce que je veux dire, c'est que imagine en course, de qualification, en course c'est vrai. au départ de Kimi Raikkonen. Course de qualification, t'as Lewis Hamilton, Sébastien Vettel, tous les top pilotes qui sont là à buter parce que Kevin Magnussen fait des zigzags en ligne droite. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un record d'audience. On dégage Magnussen sur son. En tout cas, Allez. on attend vos avis, chers amis, sur cette question, ce débat. Moins de sport, plus de spectacle. Faut-il changer, bien sûr, le format des week-ends de Grand Prix? N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à nous envoyer vos tweets et à commenter aussi également sur Instagram. C'est tout nouveau et on vous en remercie d'être avec nous. On passe tout de suite, non pas aux news, je vous le disais en début d'émission, mais à la news. La news, le moment le plus court bien sûr de cette émission. 3 écuries aux portes de la F1, c'est le bruit qui court depuis quelques mois. 3 pour Roger qui activeraient leur lobbying pour prendre le 11e box de la voie des stands pour la nouvelle ère de la Formule 1 dès 2021. On vous les a mis, ces 3 projets, ces 3 histoires, ces 3 incarnations bien évidemment. Moi, la question que j'ai envie de vous poser les amis, c'est déjà est-ce que vous pensez que ça serait profitable à la Formule 1 le fait de rajouter une nouvelle écurie? Oui, ouais. Non. Bien sûr que c'est toujours plus il y a de voitures, plus il y a de fous, plus on rit. Donc, il faudra faire attention aux pilotes. Mais dans l'ensemble, oui, c'est une bonne chose d'avoir plus d'écuries. Maintenant, il faut faire attention à ne pas avoir le syndrome 2010 avec les HRT, les Caterham et Marussia. D'avoir des écuries qui sont là et qui pourraient être très bien plutôt en F2 qu'en Formule 1. Donc, il faut avoir un projet qui est vraiment très, très béton, si je puis dire, viable. comme As, qui a rejoint la F1 en 2016. Moi, je trouve que logiquement, ça fera plus d'emplois, ça fera plus de place pour les pilotes quand on voit qu'un Hülkenberg galère pour trouver un baquet, Ocon dehors en 2019. Moi, je suis pour. Franchement, je suis pour si c'est pas des projets caduques qui tomberont à l'eau au bout de 3 ans. Moi, je suis plutôt con parce que j'aime bien quand même ma petite ligue fermée qui est très sacrée, suprême et qu'on ne peut pas rentrer dedans comme ça juste parce qu'on arrive avec de l'argent. Il faut qu'il y ait vraiment un sacré projet et l'oubli de cette règle des 107% qu'on a fait pour permettre au Caterham, au Marussia et à l'Hispania de rouler, je trouve que c'est pas une bonne chose parce qu'au final, on avait des pilotes de tête qui revenaient sur eux au bout de 5 tours et ça créait de réels problèmes dans le trafic, ça créait des problèmes en qualification. On avait vraiment des écuries qui étaient amateurs et cette expérience-là fait que je n'ai pas forcément envie d'en revoir de nouvelles. Pensez bien que quand j'étais petit, il y avait 26 voitures et sans ces 26 voitures, on n'aurait jamais eu l'écurie Pacifique, celle qui voulait faire courir bien sûr Bertrand Gachot et Paul Belmondo. Vous devinez donc mon avis. Merci les amis, on referme la news, on joue tout de suite, c'est l'heure de jouer. Il va falloir aller très vite. On commence tout de suite avec les essais et une question, les amis. Une photo floutée va apparaître. C'était la 6e victoire de Valtteri Bottas ce week-end. Qui a-t-il égalé au palmarès des vainqueurs en Grand Prix? Regardez cette photo, c'est 2 copains. Et si vous ne trouvez pas, je vous donne un petit indice, c'est aussi 2 super papas. 6 victoires en Grand Prix. 6 victoires. Chacun. Berger à gauche. Non. Irvine, 2 papas. Jacques Lafitte. Il À y a droite. Jacques Lafitte. Allez-y. À droite, Jacques Ah, ouais, Lafitte. bien joué. Mais il faut trouver l'autre. Ah alors c'est qui l'autre à gauche? Un super papa de la Formule 1. Quelqu'un qui nous a quittés. Niki Niki Lauda. Lauda. Bah non. il y a bien Juste longtemps, une victoire que ça, lui. Il y a bien longtemps. Regatte, non, non. Ah ouais, Regazzoni, ouais, pas con. Non, c'est peut-être trop tôt. Alors on me Il est pas signale... mort. Pardon? Il est pas mort, Regazzoni. Non, justement, c'est ça que je dis. On me ça. signale, bah oui, je suis. on me signale, les amis, dans l'oreillette qu'il y a un typhon actuellement qui s'approche de Webedia. Donc, du coup, on va devoir annuler cette séance Jacques d'essai. Lafitte. C'était bien évidemment Gilles Villeneuve. Ah bah oui. Quelle honte, les amis, Il a quelle que honte. 6 victoires. Vous avez de la chance, il n'a que 6 victoires. Il est mort un petit peu jeune, malheureusement, Gilles Villeneuve. Vous avez de la chance parce qu'on va tout de suite attaquer les qualifications. Vous le savez, les essais ne comptent pour rien. Regardez ce tableau qui va apparaître. C'est un tableau qui récapitule les écuries qui ont le plus gagné du côté du Japon. Pourquoi il a ma gueule? Du Japon, oui. Il y a Brice Germain, mais on parle bien des écuries qui ont le plus gagné du côté du Japon. On sait que tu aimes l'antenne, donc du coup j'ai mis cette photo pour te faire le plus grand plaisir. Vous me notez les 4 écuries, le premier qui a terminé fait sa proposition, et comme ça on sera bon. Les amis, Je l'ai. tu l'as? Bon, vas-y. Ferrari, Merco, McLaren, Renault. Faux. Renault n'a pas gagné. J'ai entendu un. Ferrari, McLaren, Mercedes. Faux. Ah, mais oui. T'as l'idiot. Japanese Most Wins. Bravo. Red Bull, Mercedes. Oh. Mais dans Williams. l'ordre.
Alors dans l'ordre, ça fait Ferrari, Mercedes, Faux. McLaren, Faux. Williams. Faux. McLaren, Oui. McLaren, Ferrari, Mercedes, Oui. Williams, Non. Renault, Benetton, Non, mais non. Benetton. Ah bah Il en manque un. Il t'en manque un. Lotus. Red Bull, McLaren, Red Bull. Voilà, Red Bull. merci. Ah, putain. Allez, c'était la Q1, pareil, Oh, ça bah, dis compte donc. pour du beurre. Les amis, des photos très rapidement pour la Q2, savoir qui va partir en pôle. Attention, dans cette course, on n'a pas forcément besoin de partir en pôle. Vous allez voir, c'est très intéressant. La Q2, des photos, vous me dites, quel est le pilote dans la voiture? Première photo, tiens. C'est qui le pilote? Giancarlo Fisichella. Faux. Jean Alési. Jean Lézy, un point pour Pierrot. Deuxième photo. Une Minardi, 1997. Allez, je vous donne un indice. Pedro Diniz. Non. On en a parlé il n'y a pas longtemps. Taquino de Non, ouais, c'est. Il s'est illustré dans un Qui suis-je? Il a un prénom finlandais. Jarno Trulli. Allez, 2-0. Ah, encore une fois. Celle-ci, elle est un peu piège. Vous allez voir, il me faut les deux noms. S'il n'y a pas les deux noms. Ayrton je ne Senna, donne pas- Nigel Mansell. Faux. Non, c'est Prost. Faux. C'est Senna derrière, c'est sûr. Oui, c'est Senna. ouais. Ouais, mais devant. Mais Hill, devant. Damon Hill. Non, on l'a tous oublié. C'est qui ce mec Moi-même, je avec l'avais le oublié. Numéro 5 là, punaise. Non. Euh, Un Belge. Tard, oui. Bah, belge. Belge. X. Non. Non, mais non. Alors là, Bah, Gachot. Vous donnez votre langue au chat? ouais, Ouais. ouais. Il faut dire, je donne ma langue au chat. Je Ah, donne. mais là, on gauche Ah, non, super. gauche, Quel bout de scène? Allez. Oh oui, bah Ah, oui. bien joué. Autre photo. Putain, c'est vieux comme le monde. Ça C'est c'est une pas Tyrrell, ça. Oui, c'est une Tyrrell. C'est un champion du monde. Jackie Stewart. Non. C'est un Sud-Africain. Alan Jones. Schechter, son nom. Ouais, Schechter. Il est pour Monsieur Hamza. Merde. Prochaine photo. Lui aussi, c'est un papa. Et il a conduit dans une écurie pour papa, d'ailleurs. Le fils à Rubens papa. Barrichello. Non, pas Rubens Barrichello. Mais il fut le coéquipier de Rubens Barrichello. Martin Brundle. Non, faux. Eddie Irvine. C'est un papa, son fils est actuellement en forme. Jos Non. Verstappen. Carlos Non. Sainz. Non. Bah non, pas Carlos Sainz. Allez, Bah, je l'annule. Yann Magnussen. Prochaine Ah, photo. ouais. Oh, c'est dur. Michael Schumacher. Voilà. Bah, les gars, je sais pas ce que vous foutez, mais. Ouais, je suis pas. Prochaine photo. Jos Verstappen. Non, Non. Pedro Diniz. Non. Non. Ah, Pilote allemand aussi également. Ah, Frentzen. Oui. C'est pour Pierrot. Ah, il va trop vite. Prochaine Oh là là photo. là là. Il va trop vite ce matin. Graham Hill. Bravo. Je vais dire Damon Hill. Prochaine photo. Niki Loda. Non. Alain Prost. C'est un papa lui aussi. C'est un quiz de papa. Piquet. là. Non, mais non. Merde. Non, Oui. pas Qui Piquet. c'est qui est chez. Pas Piqué Je sais pas. Il y a Monaco, les amis, avec un casque. Regardez. Keke Rosberg. Bien sûr que c'est lui. Évidemment. Et le dernier, attention. Attention, le dernier. Je ne veux que le premier. Alonso. Bravo. Ouais, ouais. Niki là derrière. Il a été beaucoup trop fort. Je crois. Il a été très très bon. Non, c'est Alors pas là, Niki là On derrière. attaque la course et il n'y aura pas de qui suis-je aujourd'hui, je voulais vous le dire. On va jouer ça bien sûr à la Putain, qu'est-ce que régulière. je me sens bien là. La course, t'es bien. je suis c'est pas là. Pierrot qui part en pôle, c'est une énumération. Aïe aïe aïe. Et on va essayer de retrouver toutes les 15 écuries à avoir remporté un championnat constructeur. On peut Ah, noter. facile. On ne peut pas noter bien évidemment. C'est un quiz d'énumération. Mercedes. Mercedes, Ferrari. c'est bon. Ferrari, c'est forcément bon. 16 titres pour Ferrari, 6 pour Mercedes. Red Bull. Red Bull, c'est le mec qui joue le suspense. Bien sûr que oui. 4 titres pour Red Bull. Renault. Renault, c'est bon. À la 9e position avec 2 titres. McLaren. McLaren, 3e position avec 8 titres. Williams. Williams, forcément, 2e écurie la plus Ah, titrée ça avec devient 9 chaud, là. titres. Merde, comment elle s'appelle Lotus. Lotus, 4e, en effet, 7 titres. Un de titres de plus que Putain, c'est Mercedes. beaucoup, hein. ça. C'est beaucoup. Il y a peut-être des photos de la voiture qu'on a vues tout à Pas l'heure. récemment, faut que j'oublie personne. Williams, Williams. On l'a dit, ça a on l'a déjà dit, été on l'a dit. dit. Tu es donc éliminé. Hamza ne remportera pas le quiz aujourd'hui. Alfa Romeo. Alfa Romeo. Mais non, Mais la Bah première sur Farina. Non, Alfa Romeo, Désolé. je crois pas. je suis désolé. Je crois pas. Désolé. Est-ce que tu en as une autre? Je réfléchis. Oui, j'en ai d'autres, sinon, mais- Tyrrell. Oui, Oui, Tyrrell, et- 13e. Un et- titre en 1971, il remporte. VRM, non. Oh là 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 là. Le titre VRM, mais Lotus. malheureusement, il ne fallait pas faire le malin. j'ai le Il seul. ne fallait pas Ah, faire le Lotus. malin. Il fallait aller droit au but. Bah, Merci à Alfa tous Romeo. Rien écouté. pour vos commentaires. On vous rappelle, merci pour les 500 000. Enfin, 500 000, non, 5 000. 5 000 tweetos. mec qui On vous fait s'emballe. gagner ce petit t-shirt. Voilà, ça mange pas de pain, ça nous fait plaisir. C'est les copains du côté de chez Ref. On se retrouve dans 15 jours, nous. Ça sera le mercredi 30 octobre, juste après le Grand Prix de Mexico. Prenez soin de vous. On se retrouve sur les réseaux sociaux. À très bientôt. Salut, bye bye. Ciao. Ciao. Wouh